Salut, je vous souhaite la bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle session de cryptodevise.com. Ça faisait longtemps que je voulais regrouper quelque part tous les sujets de discussion que j'ai avec mes clients sur la sécurité liée aux crypto-monnaies. Je vais essayer de faire un petit résumé de tout ça qui, je l'espère, vous sera utile. Ça va être un ensemble de remarques et de conseils, je pense, qui ont trait à la sécurité liée à la possession et à l'échange de crypto-monnaies. Donc mon propos s'adresse aussi bien aux débutants qu'aux utilisateurs plus avancés. On va commencer par la base avec la terminologie. C'est important de bien savoir de quoi on parle en fait. Donc on a trois termes que je vais explorer avec vous. Tout d'abord, on va parler d'obsèque, puis de persec et finalement d'infosec. Donc ces trois termes datent de la période de propagande de la guerre américaine au Vietnam et sont liés au processus militaire dont le but est de garder des secrets. OPSEC, ça signifie Operational Security, c'est la sécurité opérationnelle. OPSEC, utilisé de façon générale, c'est l'ensemble des comportements qui ne donnent pas les informations que vous voulez garder secrètes, comme par exemple les mots de passe, mais aussi quelle crypto vous possédez et particulièrement le montant. Une très mauvaise OPSEC, ça serait de garder vos mots de passe sur un post-it collé près de votre clavier, comme dans le bon vieux cliché classique. Il s'agit d'une sécurité opérationnelle très médiocre. Dans le monde des cryptos, ne parlez jamais trop. L'expression un mot de trop, un vaisseau en moins est une expression idiomatique issue d'affiches de la propagande américaine durant la Seconde Guerre mondiale et je trouve qu'elle signifie bien que l'indiscrétion pourrait avoir des conséquences fâcheuses. Deuxième terme, PERSEC, Personal Security, qui est parfois considéré comme une sous-partie de OPSEC, ça consiste à ne pas divulguer des informations personnelles sur vous-même, qui pourraient ensuite être utilisées par des adversaires qui souhaitent essayer de vous hacker ou de vous attaquer. Par exemple, si sur Instagram, une personne que vous ne connaissez pas avec un compte de top modèle essaie de discuter avec vous et vous demande dans quelle école vous avez été ou quelle est votre date d'anniversaire, il est très probable qu'il s'agisse de quelqu'un qui cherche à construire votre profil afin de pouvoir potentiellement réinitialiser vos mots de passe. Bon, bien évidemment, ne dites jamais à personne quel est le nom de jeune fille de votre mère. Une bonne obsèque serait de ne jamais avoir de discussion en ligne avec des inconnus, sur vos données personnelles en tout cas. Une bonne persec serait de ne pas diffuser d'informations personnelles dans des tweets publics sur Facebook, etc., qui pourraient ensuite être utilisées contre vous dans un second temps. Le troisième niveau est InfoSec, Information Security. Ça protège les informations elles-mêmes. Il s'agit d'un terme ombrelle qui regroupe les actions de protection pour des choses comme vos clés privées. C'est évident de ne pas communiquer vos clés privées, mais aussi, même si cela peut sembler surprenant, je considère que les clés publiques sont aussi quelque chose qu'il faut protéger. Même si vous voyez des milliers de gens qui publient leurs clés publiques dans des concours en ligne, n'oubliez jamais qu'une blockchain est immuable. Et donc, si quelqu'un connaît une de vos adresses, il peut ensuite reconstruire partiellement des informations relatives à vous, comprendre l'historique de vos transactions, savoir sur quelle adresse vos fonds ont été envoyés ou à quelle heure, etc. Et encore plus surprenant pour certains, en plus de divulguer des informations sur vos fonds et leur historique, vous permettez aussi à quelqu'un d'être au courant de toutes les transactions que vous allez recevoir dans le futur, si vous utilisez encore cette adresse. Donc divulguer des informations sur quelque chose que même vous ne connaissez pas encore et que ne vous pourrez jamais révoquer, c'est quand même quelque chose d'assez dangereux. Donc quand on parle de OPSEC, PERSEC, InfoSec, la chose dont il faut se rappeler, c'est d'être toujours très prudent et de ne pas oublier une seule de ces dimensions dans le monde des cryptos. La raison pour laquelle ceci est particulièrement important lorsqu'on manipule des crypto-devises, c'est parce que l'environnement est en général assez agressif en matière d'attaque potentielle. Si quelqu'un vous vole votre carte de crédit, il est souvent possible de faire opposition et de limiter les pertes. Alors que si quelqu'un possède votre clé privée, vous n'avez plus rien. Tout disparaît sans possibilité de faire marche arrière. On sait tous que celui qui possède la clé possède les coins ou les tokens. Point. Gardez cela en tête quand vous utilisez des places de marché. En général, si vous ne connaissez pas la clé privée, vous ne possédez pas les biens ou le capital associé. Si vous partagez une clé privée, vous partagez vos biens d'une manière telle qu'ils peuvent vous être enlevés d'une façon non réversible, immuable. Vous ne pouvez pas aller au bureau de police du coin pour vous plaindre si vous vous êtes trompé d'adresse lors d'un envoi en Bitcoin. En fait, vous pouvez y aller, mais il n'y a presque aucune chance qu'il puisse faire quelque chose pour vous. Voilà ce que signifie OPSEC, PERSEC, InfoSec. Et lorsque vous appliquez les trois correctement, on parle de bonne cyberhygiène. C'est un terme un peu bizarre, mais ça signifie que s'entraîner ou pratiquer la sécurité vous garde sain et en bonne forme. Les sous-ensembles de la cyberhygiène sont, premièrement, l'hygiène des mots de passe. Avoir des mots de passe uniques et extrêmement difficiles à deviner ou craquer.
il est aussi important de les changer régulièrement. Le plus important dans l'hygiène des mots de passe, c'est qu'ils soient à usage unique. La vaste majorité des utilisateurs continuent d'utiliser les mêmes mots de passe pour plusieurs sites ou services. Il s'agit du plus grand problème que l'on a quand on parle de vulnérabilité. Parce que si quelqu'un ou un service en ligne est victime d'une attaque et que les mots de passe de ses utilisateurs sont publiés, il y a des programmes pour script kiddies, c'est-à-dire des gens qui exécutent juste un programme qu'ils ne comprennent pas en se prenant pour un hacker. Donc les programmes qui permettent facilement à n'importe qui d'essayer tous ces mots de passe sur des milliers d'autres sites. Par exemple, Yahoo a été victime d'une attaque il y a quelques années, et il est certain que les emails Yahoo avec leurs vieux mots de passe sont testés régulièrement sur des sites de crypto, comme Coinbase. Par hasard, ça peut rapporter gros. Donc si vous voulez savoir si un site que vous avez utilisé a été hacké, et donc que votre adresse a été rendue publique, parfois même avec votre mot de passe, vous pouvez aller voir sur I have been owned, je mets le lien dans le commentaire. Deuxième partie de la cyber-hygiène, l'hygiène des mises à jour, ou patch hygiene. Donc vous devez garder vos programmes et tout particulièrement vos wallets et portefeuilles crypto à jour en toutes circonstances. Appliquez les patchs et les mises à jour dès que possible. Donc ça paraît évident, mais la plupart du temps, les exploits sont effectués dans des failles 0-day, c'est-à-dire sur des problèmes ou bugs découverts dans les 24 dernières heures. De nombreux ransomware, ces programmes qui vous demandent de payer en Bitcoin ou Monero pour débloquer votre ordinateur, sont basés sur des failles pour lesquelles des patchs existent et ont été publiés publiquement. Microsoft, par exemple, a publié un patch 36 jours avant que WannaCry se répande. Donc ceux qui ont été infectés sont ceux qui étaient trop feignants pour mettre à jour leur environnement de travail, ou qui ne le pouvaient pas pour des contraintes au sein de leur entreprise ou n'importe quelle autre raison, qui ne se justifient pas en regard des risques encourus. Il faut toujours garder ces programmes à jour, y compris et surtout les hardware wallets, comme Trezor ou Ledger. Il ne faut jamais remettre à plus tard une mise à jour hardware. Gardez les antivirus et les firewalls à jour de la même façon. Troisième partie, l'isolation physique, ou Air Gap Hygiene. Il s'agit de s'assurer que certains matériels ne sont jamais en contact avec le réseau s'ils n'en ont pas besoin, comme un téléphone avec un wallet qui garde des clés privées comme cold storage. Si jamais ils doivent être connectés, par exemple l'ordinateur avec lequel un trader de crypto passe des ordres, il faut réduire au maximum son temps de connexion. Donc ne laissez jamais votre clé Ledger sur un port USB en continu. Cela n'est absolument pas nécessaire, même si vous ne voyez pas de risque à première vue. Ensuite, on a Application Hygiene. Donc assurez-vous qu'aucune autre activité ne soit faite sur ce matériel. Il est interdit, par exemple, que vos enfants installent des trucs inconnus sur une machine qui interagit avec une plateforme d'échange de crypto. Sinon, vous augmentez votre surface d'attaque. Voilà, c'était les 4 grands ensembles de la cyber-hygiène que je voulais vous présenter. Maintenant qu'on a vu les grands principes de la sécurité, je vous propose quelques conseils sur les emails et logins en général. Donc, premièrement, mot de passe unique et un login différent pour chaque compte de réseaux sociaux, de banques, de plateformes d'échange, etc. Souvent, le login est un email, donc il faut utiliser des emails différents pour chaque service. Donc, comment on peut faire ça? Dans Gmail, vous pouvez jouer avec les points ou les plus. Si vous êtes propriétaire de cryptodevise@gmail.com, par exemple, les emails envoyés à cryptodevise plus youtube@gmail.com arrivent dans la même boîte. De même que crypto.devise@gmail.com. Donc, si vous avez votre propre nom de domaine, il est possible de créer autant d'emails que vous le voulez et de rediriger vers la même boîte pour plus de facilité. Imaginons par exemple que vous soyez propriétaire du nom de domaine cryptodevise.com, vous créez les emails bob-kraken@cryptodevise.com, login pour Coinbase@cryptodevise.com ou 178423@cryptodevise.com afin d'avoir un email par compte. Voilà, c'est assez facile. Deuxième conseil, la meilleure chose à faire pour se protéger sur les réseaux sociaux et dans les emails, particulièrement dans l'univers des crypto-monnaies, c'est d'activer l'authentification à 2 facteurs sur tous vos comptes, quels qu'ils soient. C'est-à-dire que pour accéder à un compte, il faut quelque chose que vous savez, comme un mot de passe, et quelque chose que vous possédez, comme un téléphone. Et vous pouvez prouver que vous avez physiquement le téléphone près de vous quand vous vous authentifiez. Certaines banques considèrent encore que la réception d'un SMS constitue un deuxième facteur. C'est complètement faux. Donc, ce n'est pas approprié d'utiliser un SMS. Il s'agit d'un protocole très vulnérable. Il y a eu de nombreux vols de crypto par des gens qui ont fait de l'escroquerie à l'échange de cartes SIM. Vos facteurs multiples doivent être soit un token généré par du matériel, c'est-à-dire un hardware wallet dédié, comme YubiKey de Yubico ou des choses de ce genre, ou encore mieux, une application installée sur votre ordinateur ou téléphone portable, ou les deux, qui gère un nombre de 6 chiffres à chaque fois que vous vous loguez. Et donc, quand vous allez sur votre plateforme d'échange préférée, comme Bitstamp, Coinbase ou Binance, vous utilisez premièrement un email spécifique et un login unique, deuxièmement un mot de passe complexe que vous n'utilisez nulle part ailleurs, et ensuite le site va vous demander un code de 6 chiffres. Ce code peut être fourni par Google Authenticator, OCI par exemple.
Donc idéalement, ce programme devrait tourner sur un vieux téléphone que vous n'utilisez plus et qui ne va plus en ligne, complètement débranché du réseau. N'oubliez donc pas d'activer l'authentification à plusieurs facteurs sur tous vos comptes. En anglais, vous retrouvez souvent le raccourci 2FA pour Two Factor Authentication. Vous ne pouvez pas vous permettre de l'utiliser que pour un seul compte, comme Bittrex ou Binance. Cela doit être activé partout. Même si ça semble un peu lourd dans la pratique, les sites comme Gmail ou Coinbase sont assez bien construits pour ne demander le code d'authentification que si la situation semble louche. Je vous conseille de toujours activer l'authentification à deux facteurs sur tous les sites que vous utilisez, et si le site ne le propose pas, n'utilisez pas le site, tout simplement. La raison principale est que vous devez toujours vous assurer que le site sur lequel vous vous identifiez est légitime. Si quelqu'un fait de l'usurpation de site internet, c'est-à-dire du website spoofing, comme on l'a déjà vu avec MyFairWallet, ils ont fait une redirection vers une copie du site qui semblait parfaitement légitime. Lorsque vous fournissez votre login et votre mot de passe, et que le site ne vous demande pas d'authentification supplémentaire, alors qu'il le fait généralement, tournez les talons et tout de suite. Donc si vous êtes complètement paranoïaque, et vous pouvez l'être, par exemple lors d'une conférence quand vous surfez sur un réseau public, vous pouvez même vous permettre de fournir un code erroné la première fois, juste pour voir si le site vous donne un message d'erreur. Parce que les hackers, s'ils font une attaque de type intermédiaire ou attaque de l'homme du milieu, ils ne sont pas nécessairement au courant de ce que le message d'erreur est censé être s'ils modifient le contenu de la communication. Donc pour résumer, login unique, mot de passe unique et multi-factor authentification. Quand je parle de se connecter à Coinbase à partir d'un réseau ouvert lors d'une conférence, je pense que je dois quand même préciser quelque chose. Donc, il est très facile pour quelqu'un de non expérimenté de pirater une borne d'accès public dans un hôtel ou un café. Donc c'est trivial. Si on veut aussi simuler le certificat, c'est plus difficile, mais c'est faisable. Surtout quand les utilisateurs cliquent rapidement pour accepter un certificat juste pour pouvoir accéder au réseau gratuit du McDonald's. Donc, lorsque vous participez à un meet-up ou un événement crypto, vous devenez de facto une cible privilégiée pour les attaquants. Sur une salle de plusieurs centaines de personnes lors d'une présentation blockchain, la plupart possèdent des cryptos, une partie n'utilise pas Google Authentication, et quelques-uns broadcastent leur login et leur password en clair sur une redirection. Il suffit alors d'un seul cas pour que l'attaquant puisse voler des crypto-monnaies. Donc les probabilités sont clairement en faveur des hackers, et il est important d'être suspicieux lors de n'importe quel événement lié à la blockchain. Donc par exemple des cours de développement Solidity, des conférences sur les cryptos, des réunions, des meet-up bitcoins, etc. Il est très simple de faire une attaque de l'homme du milieu avec un Wi-Fi Pineapple, par exemple, avec lequel vous pouvez collecter des logins et des mots de passe en un clin d'œil. Vous n'imaginez pas à quel point c'est facile, et j'encourage personne à la fin de la loi, mais soyez vraiment prudent dans ces environnements. Troisième conseil, attention à l'ingénierie sociale. Ça fait référence à des pratiques de manipulation psychologique à des fins d'escroquerie. Donc, ce genre de situation est très fréquente dans les crypto-monnaies dès que les criminels pensent ou ont des preuves que vous possédez un montant important. Le phishing, que l'on connaît tous, recevoir des emails frauduleux de PayPal ou d'autorités qui demandent des infos personnelles, fonctionne toujours bien en général, surtout avec un nombre de cibles important. Dans les cryptos, il s'agit plutôt de whale phishing ou phishing ciblé. En effet, les attaquants récoltent des informations sur vous et envoient des emails parfaitement identiques à ceux de Coinbase, par exemple, avec les bons en tête, sans faute de frappe, pas le style d'email du prince nigérian ou ce genre de truc. Donc l'email contient parfois même votre numéro de client ou le login que les criminels ont obtenu. Si vous avez suivi le conseil sur l'utilisation d'un email spécifique par site web, vous êtes déjà partiellement protégé si vous faites attention. Donc, il vous informe que votre compte a été compromis et vous invite à effectuer des actions, voilà, on connaît tous le truc. L'objectif est de vous faire installer un keylogger afin de capturer les touches que vous tapez, ou encore même de vous faire installer un malware pour prendre à votre machine à distance. Bon. On a vu en 2020 des messages sur les comptes Twitter officiels de personnalités américaines, y compris Bill Gates, Elon Musk ou Obama, demander d'envoyer des bitcoins afin qu'ils puissent en rendre le double sous prétexte d'une action de bienfaisance. Donc voilà, ça paraît assez peu probable, mais bon, c'était assez bien fait comme attaque. Donc les pirates ont réussi à publier ces tweets et se sont servis d'ingénierie sociale pour pouvoir accéder au Slack interne de l'entreprise Twitter et les outils de gestion des comptes. Et en fait, ils ont publié des tweets sur le compte de n'importe quel utilisateur. De même, si on évoque l'ingénierie sociale dans le monde des cryptos, on doit parler de Ledger, l'entreprise française, et de la fuite de données que l'entreprise a connue fin juillet 2020. Les données personnelles de plus d'1 million de clients ont été dérobées à partir des bases de données marketing et du site e-commerce. Donc fin 2020, des emails et même des SMS ont été envoyés à de nombreux clients. Ces messages étaient parfaitement rédigés, mais menaient évidemment à des sites non officiels. L'un d'entre eux était par exemple hébergé sur ledger.com,
Donc ça a l'air d'être le site internet, donc ledger.com, qui a l'air d'être correct, mais avec un point sur le E. C'est assez difficile à remarquer sur un petit écran. Donc ça s'appelle une attaque par homographe IDN. Donc IDN, c'est IDN, nom de domaine internationalisé. C'est un nom de domaine internet qui peut contenir des caractères non définis par le standard ASCII. En fait, quand on pense à la sécurité informatique, il ne faut pas oublier qu'il y a un continuum, un spectre assez large des types d'attaques que l'on peut subir. Par analogie, quand on souhaite sécuriser une maison, on pense à mettre des verrous, des alarmes pour éviter les intrusions. Mais il faut aussi se prémunir contre les attaques de termites, qui est un type de menace complètement différent de celle d'un cambrioleur avec un pied de biche, et vous devez aussi protéger votre propriété contre les autorités dans certains cas. Certains États ont dans le passé saisi des montants de crypto-monnaies importants juste parce que le principe même des cryptos est interdit, comme en Corée du Nord. Donc on a tout un univers d'attaques plus ou moins complexe. Tout d'abord des scripts qui disent pas formés, puis des cybercriminels qui opèrent à partir de pays qui ne collaborent pas avec les autorités européennes, puis ensuite des hackers professionnels qui trouvent des failles dans des smart contracts sur Ethereum par exemple, jusqu'au niveau des États où l'on voit des pays qui attaquent carrément des échanges, des places de marché. C'est un niveau très élevé de sophistication. Quand vous voulez protéger vos cryptoactifs, vous devez garder à l'esprit que vous devez vous défendre contre tous les niveaux, et c'est pour cela que l'hygiène est importante et doit entrer dans vos habitudes. On me dit souvent que les États ne font pas ce genre de choses. Bon voilà, quelques exemples si le sujet de la cyberdéfense vous intéresse. En 2010, l'Iran s'est fait attaquer par un ver probablement développé par la NSA qui visait les sources d'énergie nucléaire. Stuxnet, c'est le nom du ver informatique, il a été initié sous Bush et continué sous Obama. Les centrales allemandes, françaises, indiennes et indonésiennes ont aussi été touchées, et en tout cas celles qui utilisaient le matériel Siemens. 45 000 machines infectées au total, et pas les moins sécurisées. Donc toujours sur la cyberdéfense, la Corée du Nord a attaqué Swift probablement en 2015 et 2016. Donc si l'attribution à la Corée du Nord est exacte, il s'agirait du premier incident connu d'acteurs d'État utilisant des cyberattaques pour voler des fonds, pas uniquement pour accéder à des données. Et là, on se rapproche du secteur des crypto-monnaies. C'est une industrie difficile. Il n'y a aucune raison de croire que les plateformes d'échange ne seront pas la cible d'État dans le futur. On dérive un peu du sujet de la vidéo, le sujet original, mais je pense qu'il est important pour les utilisateurs de crypto-monnaies de bien saisir les enjeux. J'aimerais par la même occasion vous parler de Zero Trust Model, donc le modèle sans confiance. Donc, en général, ne faites confiance à personne. Vous ne devez pas faire confiance aux plateformes d'échange et de trading. Vous ne devez pas faire confiance à votre meilleur ami. Et cela signifie aussi que vous ne devez pas faire confiance à vous-même. Vous ne pouvez pas compter sur le fait que vous allez mémoriser correctement votre liste de mots qui permet de générer vos clés. Donc celle qu'un hardware wallet vous demande à l'initialisation par exemple. Vous ne pouvez pas compter sur le fait que vous n'allez pas vous faire kidnapper et menacer afin que vous communiquiez certains mots de passe. Donc le Zero Trust Model sous-entend que si vous ne faites confiance à personne, vous n'allez jamais vous faire avoir par ces personnes. Tous ceux qui laissent leur crypto sur une plateforme en ligne ne respectent pas ce modèle. Si vous donnez des droits de garde à une plateforme, alors vous lui faites confiance et la question n'est pas de savoir si la plateforme va se faire hacker ou non, mais plutôt quand elle va se faire hacker. Tous les services vont un jour ou l'autre tomber sous les attaques, au moins partiellement. Rappelez-vous, Mt. Gox, Cryptopia avec 3,2 millions de dollars de tokens volés, Bitrex récemment, les tentations des employés à l'intérieur de la société de s'entendre avec des criminels en dehors de la société est si forte que des événements imprévisibles peuvent arriver à tout instant. Le rapport entre le risque et la récompense est tellement déséquilibré en faveur des criminels que si vous n'appliquez pas le modèle Zero Trust, vous vous ferez un jour ou l'autre voler, ça c'est clair. Donc, une dernière anecdote que je voudrais évoquer, c'est celle relative aux agents du FBI impliqués dans l'affaire Silk Road. Donc Silk Road, c'était un marché noir du Darknet qui a pour particularité d'utiliser le réseau Tor pour assurer l'anonymat, à la fois des acheteurs et des vendeurs. C'était dans le cadre de vente de produits illicites. Mais bon, les paiements Bitcoin étaient largement répandus et les Bitcoins du compte de Silk Road ont été saisis, comme tous les autres biens associés à la place de marché. Jusque-là, rien d'anormal. Ce qui est intéressant, c'est que les agents du FBI qui ont travaillé sur le projet, qui connaissaient absolument pas les crypto-monnaies à l'origine, ont commencé à trouver ça intéressant, et certains d'entre eux ont volé des bitcoins saisis, en comprenant l'intérêt du sujet et en voyant qu'ils pouvaient rester probablement anonymes et passer ça un peu sous le radar, on va dire. Bon. Donc, on va revenir à un sujet plus générique, qui est le paradoxe, on va dire, le paradoxe du Know Your Customer, KYC. Donc quand on est nouveau dans le monde des crypto-devises, beaucoup de gens commencent avec Coinbase. Bon, c'est une solution des plus simples d'accès.
Lorsqu'on crée un compte, on va devoir fournir des copies de ses pièces d'identité, son adresse, ses coordonnées de carte de crédit, voire même un selfie de soi en train de montrer un papier avec la date du jour ou d'autres trucs qui semblent ridicules dans le même style, quoi. Donc tout le monde se plie bizarrement à ces contraintes sans y réfléchir trop. Mais Coinbase a bonne réputation, donc respecter la loi Know Your Customer, ça semble un gage de sérieux peut-être. Mais le problème est que quelques jours plus tard, les nouveaux commencent à vouloir acquérir des devises plus folkloriques. Et ils vont sur Binance, Bittrex, d'autres places de marché plus exotiques, et les utilisateurs se voient vite fournir à chaque plateforme les mêmes documents encore et encore, et facilement 5-6 échanges afin de comparer les services. Mais le nouvel utilisateur a fourni son numéro de carte d'identité, même une photo de son passeport, son propre passeport, et tout ça c'est stocké à Londres, à Hong Kong, à Malte pour les services les plus sérieux, mais ça peut être n'importe où, hein, et on n'a aucune idée des mesures de sécurité mises en place pour protéger les documents. Le paradoxe, c'est que c'est une bonne idée de ne pas se concentrer sur une seule plateforme pour réduire les risques, mais que si on suppose que toutes les plateformes vont se faire hacker un jour ou l'autre, on augmente géométriquement sa surface d'attaque, car dès que vos copies de documents ou vos informations sont la propriété d'un criminel, il peut les utiliser pour vous faire passer pour n'importe qui, ou se faire passer même pour vous-même, afin d'ouvrir d'autres comptes en ligne sur Twitter et ce genre de choses. Donc on doit être très attentif avec qui on partage ces données. Cela peut entrer en conflit avec KYC et MLM, donc Anti-Money Laundering, les règles anti-blanchiment. La réponse à tout ça, ce sont les échanges décentralisés, ceux qui ne demandent pas de données personnelles. Est-ce que ça va durer encore longtemps? C'est à voir. Mais ceux qui font attention à la protection de leurs données personnelles doivent vraiment s'intéresser à ce sujet. On en parlera probablement une autre fois. Je pense que j'ai fait le tour plus ou moins pour le moment. Je voudrais répéter une dernière chose que vous avez probablement comprise. Arrêtez de communiquer des captures d'écran sur Twitter ou Facebook de votre portfolio. Ça n'a aucun intérêt à part vous transformer en cible. Ne publiez pas la liste des cryptos que vous possédez, et encore moins le montant. Et puis, un dernier conseil, si vous commencez dans les cryptos, ne plongez pas tête baissée dans ce monde de fous. Achetez un petit montant pour apprendre comment les choses fonctionnent. Et puis, n'allez pas dans le trading, sans réfléchir en tout cas. Apprenez, découvrez, trompez-vous et progressez. Bonne route!